On se pose tous une question qui ressemble un peu à une énigme. On est vraiment submergé d'informations sur l'urgence climatique. Les rapports scientifiques s'accumulent, les alertes sont partout, et pourtant l'action collective, la grande bascule, elle semble incroyablement lente. On a le savoir, mais le passage à l'acte, lui, il patine. Pourquoi? C'est précisément pour explorer cette énigme qu'on va se pencher aujourd'hui sur une source passionnante. C'est un article de l'Université Toulouse Jean Jaurès avec un titre qui annonce la couleur. Écologie comportementale. Des pistes pour sauver la planète. Entre parenthèses, rien que ça. Ah oui, l'ambition est là. Carrément. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'objectif n'est pas d'ajouter une énième couche de données sur le climat. L'idée, c'est de plonger dans nos propres mécanismes psychologiques, en fait. Le texte propose d'utiliser les outils de l'économie comportementale pour comprendre ce qui nous freine. Et surtout, comment on pourrait se débloquer. D'accord. Donc on ne va pas parler de gigatonnes de CO2, mais plutôt des rouages de notre cerveau. L'idée, si je comprends bien, c'est de disséquer notre inaction, pour ensuite s'inspirer d'un cas historique où, à l'inverse, l'humanité a réussi un exploit écologique, et voir comment on pourrait répliquer ça. C'est un angle assez optimiste finalement. Le point de départ de l'analyse, c'est ce que les auteurs appellent le paradoxe de l'inaction. Le danger est documenté, connu, mais on reste collectivement passif. La première raison qu'ils avancent est assez intuitive en fait. La menace semble abstraite, lointaine. C'est ça. Le changement climatique, c'est pour 2050, c'est pour les générations futures, ou ça se passe à l'autre bout du monde. Pas dans mon jardin, quoi. Exactement. C'est un biais cognitif qui est parfaitement identifié. Notre cerveau est le produit de millions d'années d'évolution. Il est câblé pour réagir à une menace immédiate et visible, le fameux prédateur qui surgit du buisson. Pas un danger statistique, progressif et diffus comme le réchauffement climatique. D'accord. Et l'article mentionne d'autres biais tout aussi puissants, comme l'optimisme irréaliste. C'est cette petite voix qui nous dit ça va aller, qu'on trouvera bien une solution miracle. Ou la tendance à normaliser le risque, non? Une canicule exceptionnelle devient la nouvelle norme de l'été, et puis on s'y habitue en fait. On s'adapte passivement au lieu de s'attaquer à la cause. C'est tout à fait ça. Mais est-ce qu'on est condamné par ces biais? Est-ce que c'est une fatalité? C'est toute la question. Et c'est là que l'économie comportementale devient un outil et pas seulement un diagnostic. Elle part d'un constat simple. L'être humain n'est pas l'agent 100% rationnel que l'économie classique a longtemps imaginé. Nos choix sont constamment influencés par nos émotions, nos habitudes, la pression sociale. Et même la façon dont on nous présente les options. Oui, et c'est dans ce cadre que les auteurs introduisent un concept clé, le nudge. Le nudge, le fameux coup de pouce. On entend ce mot un peu partout maintenant. En effet. L'idée est simple, mais très puissante. Il s'agit d'une petite incitation qui nous oriente vers un comportement souhaitable, mais de manière douce. Il n'y a aucune contrainte, aucune obligation, on ne force personne. On modifie simplement ce que les spécialistes appellent l'architecture du choix. Attends, l'architecture du choix, c'est un peu comme l'architecte d'un supermarché, non? Il place les fruits et légumes bien en évidence à l'entrée et les sucreries juste à côté des caisses pour un achat d'impulsion. Il n'interdit rien, mais il dessine le chemin le plus probable. C'est une excellente métaphore. C'est exactement ça. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'option la plus vertueuse d'un point de vue collectif, donc ici écologique, devienne aussi l'option la plus facile, la plus intuitive, l'option par défaut en quelque sorte, sans pour autant interdire les autres choix. Ça sonne bien en théorie, mais est-ce qu'on a un exemple concret où une approche de ce type a fonctionné à grande échelle? Un moment où on a vraiment réussi à nudger le monde entier dans la bonne direction. Absolument. Et c'est le cœur de l'analyse du document. L'histoire du protocole de Montréal. C'est un cas d'école fascinant. Ah oui. On est au milieu des années 80 et des scientifiques font une découverte terrifiante. Il y a un trou béant dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. C'est notre bouclier naturel contre les rayons ultraviolets les plus dangereux du Soleil. Je m'en souviens, on en parlait tout le temps à l'époque. L'image du trou était angoissante. On avait vraiment l'impression que le ciel nous tombait sur la tête. Et la menace était très concrète. Les scientifiques prédisaient une explosion des cas de cancer de la peau, de cataractes, des dommages irréversibles aux écosystèmes. Et très vite, les coupables sont identifiés sans aucune ambiguïté. Les CFC, les chlorofluorocarbures. Les gaz dans les aérosols, les frigos. Exactement, des produits de notre quotidien. Et face à cette urgence, le monde réagit avec une rapidité qui est stupéfiante aujourd'hui.
En 1987, le protocole de Montréal est signé. C'est le premier traité environnemental universellement ratifié de l'histoire et il vise à éliminer progressivement ces substances. Attendez, ça a vraiment marché? On entend tellement parler d'échecs, de sommets pour le climat qui accouche de souris, que ce succès est presque choquant. La couche d'ozone est vraiment en train de se réparer? Oui, c'est une réussite spectaculaire et incontestée. Les scientifiques estiment que la couche d'ozone sera presque entièrement reconstituée d'ici le milieu du siècle. C'est fou. Alors, la question que pose le document est pourquoi cet exploit et pourquoi on n'arrive pas à faire de même pour le climat? Et la réponse tient à plusieurs facteurs comportementaux. Premièrement, comme vous l'avez dit, la menace a été rendue tangible et visible. L'image du trou était un concept médiatique et psychologique de génie. C'était simple, visuel, effrayant. Bien plus parlant qu'une augmentation de 1,5 degré Celsius, c'est sûr. Voilà. Deuxièmement, le consensus scientifique était quasi unanime et très bien communiqué. Il n'y avait pas de place pour le doute, les CFC étaient la cause, le danger était imminent. Ça a donné aux politiques la légitimité pour agir fermement. D'accord. Un narratif clair et une science solide. Quoi d'autre? Troisièmement, et c'est un point crucial, la transition a été accompagnée par des incitations économiques. On n'a pas juste interdit les CFC, on a créé des fonds pour aider les pays en développement et les industries à passer à des alternatives comme les HFC. La transition a été présentée non seulement comme une contrainte, mais aussi comme une opportunité d'innovation. Et ce n'était pas juste une signature sur un bout de papier, j'imagine. Il y avait un suivi. C'est le quatrième pilier du succès. Un suivi scientifique et politique rigoureux des progrès a été mis en place. Chaque pays devait rendre des comptes sur ses émissions. Cette transparence a créé une dynamique de confiance et une saine émulation. On voyait que les efforts collectifs payaient, ce qui a renforcé la motivation. C'est la preuve vivante que la coopération internationale peut triompher d'une crise environnementale majeure. Exactement. Alors, la question à $1 million. Si on a la recette, pourquoi on ne l'applique pas pour le climat? Pourquoi on ne fait pas un simple copier-coller du protocole de Montréal? C'est la nuance essentielle que l'article apporte. Rétrospectivement, le problème des CFC était, entre guillemets, plus simple. On avait une cause chimique unique, un nombre limité de producteurs industriels et des solutions techniques de remplacement qui étaient déjà là ou rapidement développables. Alors que le changement climatique? C'est un défi d'une toute autre nature. Ces causes sont multiples, diffuses et intimement liées à tous les aspects de notre économie mondiale. L'énergie, les transports, l'agriculture, notre consommation, c'est la structure même de nos sociétés qu'il faut faire évoluer. C'est beaucoup plus complexe en effet. Et l'analyse met en lumière un autre point, presque un paradoxe dans le paradoxe. L'ONU, les gouvernements, les médias communiquent finalement très peu sur cette victoire éclatante. C'est fou, non? Ce serait une formidable source d'inspiration. Mais c'est incroyable. On a une preuve qu'on peut gagner une bataille écologique mondiale et on la cache sous le tapis. Le document donne une explication à ce silence radio. Il ne donne pas une raison unique, mais il suggère que la complexité du message est un frein. C'est plus simple de communiquer sur une menace que sur une victoire passée qui nécessite d'expliquer toutes les nuances qu'on vient d'évoquer. C'est vrai. Mais le résultat est là, on se prive d'un récit positif et mobilisateur. On a la preuve que l'humanité peut agir comme un système immunitaire planétaire efficace et on choisit de ne pas raconter cette histoire. D'accord, donc on ne peut pas copier, mais on doit s'inspirer. Comment on fait concrètement, au quotidien, pour appliquer ces leçons? C'est là que les nudges reviennent en jeu, j'imagine. Précisément. L'idée est de créer un écosystème de choix où la durabilité devient la norme. Le document liste plusieurs exemples de nudges qui sont déjà à l'œuvre. Le plus connu, c'est sans doute l'étiquetage énergétique. Ah oui, les lettres de A à G sur nos frigos, nos machines à laver. Et maintenant nos logements. C'est une information simple, visuelle, standardisée, qui nous pousse vers les produits les plus économes sans nous interdire d'acheter un appareil classé F si on le souhaite. C'est vrai que ça influence directement la décision d'achat. Personne n'a envie d'acheter le produit avec l'étiquette rouge vif. Il y a aussi toutes les incitations fiscales. Oui, ça c'est un autre nudge économique très puissant. Les crédits d'impôt, les subventions comme MaPrimeRénov' pour l'isolation, le bonus écologique, toutes ces mesures réduisent la barrière financière qui est souvent le frein principal. On ne vous oblige pas à isoler votre maison, mais on rend ce choix beaucoup plus attractif financièrement. Le bon choix devient le choix le plus malin pour votre portefeuille. Le document parle aussi d'un levier plus psychologique, le retour comparatif. Ça, c'est intéressant.
C'est un exemple fascinant. Certains fournisseurs d'énergie envoient des factures qui ne se contentent pas de donner votre consommation. Ils la comparent à celle de vos voisins ou de ménages similaires. On peut y voir des phrases comme « Vous avez consommé 20% de plus que vos voisins les plus économes ». Ah oui, je vois très bien. Je m'imagine recevoir ça. D'un côté, c'est malin. De l'autre, je sentirais une rivalité immédiate avec mon voisin. La guerre du thermostat serait déclarée. Mais plus sérieusement, est-ce que ça ne frise pas un peu la pression sociale? C'est une excellente question et c'est toute l'ambiguïté du nudge. Il doit être subtil. S'il est perçu comme une tentative de contrôle ou de culpabilisation, il peut être contre-productif. Mais son efficacité repose sur notre désir de nous conformer à une norme sociale. Personne n'est mettre le mauvais élève du quartier. C'est vrai. Et pour finir, il y a les options par défaut. C'est peut-être le nudge le plus invisible et donc le plus fort. Sans doute l'un des plus efficaces, oui. Parce qu'il joue sur notre tendance à la paresse, à l'inertie. Quand vous réservez un billet de train, si l'option recevoir le billet en format électronique est cochée par défaut, 95% des gens la gardent. Si c'était l'inverse, une majorité garderait l'option imprimée. L'option par défaut devient la norme. On pourrait imaginer un site de voyage où le train est systématiquement proposé avant l'avion pour les trajets courts. C'est ça. En changeant simplement ce réglage de base, on peut orienter des milliers de choix individuels sans contraindre personne. L'objectif de tous ces outils, si je résume, c'est de rendre le choix écologique plus facile, plus intuitif, presque paresseux. On n'a même plus besoin d'y penser, ça devient l'option la plus simple. C'est l'idée fondamentale. Aligner nos intérêts à court terme, nos biais et nos habitudes, avec les intérêts à long terme de la biosphère. L'article va plus loin et utilise une belle expression, passer d'une économie d'exploitation à une économie symbiotique. Une économie symbiotique. Oui, une économie où nos activités fonctionnent en interdépendance positive avec les écosystèmes. L'enjeu est de repenser nos environnements, nos systèmes, nos politiques pour que les comportements durables deviennent le chemin de moindre résistance, la nouvelle normalité. Alors, pour conclure, si on fait le bilan, le plus grand obstacle à l'action climatique n'est peut-être pas seulement technologique ou politique, il est en grande partie dans notre tête, dans ce câblage cérébral qui nous fait sous-estimer un danger lointain. Mais la bonne nouvelle, c'est que les solutions sont aussi là, dans la compréhension de notre propre psychologie. Des outils comme les nudges, inspirés de succès bien réels, comme celui du protocole de Montréal, peuvent nous aider à surmonter ces freins. Ce qui est vraiment encourageant dans cette approche, c'est qu'elle montre que le changement à grande échelle est possible. Et ce, non pas en luttant contre la nature humaine, ce qui est souvent voué à l'échec, mais en travaillant avec elle. Il ne s'agit pas uniquement d'imposer des règles, des taxes, des interdictions, qui peuvent créer de la résistance, il s'agit de concevoir intelligemment nos systèmes de choix, pour que la durabilité devienne une évidence. Donc vous avez soulevé qui est vraiment la réflexion finale à méditer. Le document suggère que ces outils favorisent une transition plus démocratique, car ils n'imposent rien par la force. Mais en concevant des systèmes qui nous poussent à adopter certains comportements, même si c'est pour le bien commun, comment s'assure-t-on de préserver la liberté de choix individuelle ? Où se situe la frontière, parfois très fine, entre l'incitation bienveillante et la manipulation, même si elle part des meilleures intentions du monde ?